C2. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bon, maintenant, je vous propose de retrouver un physicien des astroparticules. Il s'agit de Thierry Stolarczyk. Bonjour. Bonjour. Thierry Stolarczyk, vous êtes donc physicien des astroparticules. Vous travaillez au commissariat à l'énergie atomique à l'intérieur de l'Institut de recherche pour retrouver les lois fondamentales de l'univers. Et j'allais dire, vous êtes un chasseur d'invisibles, un pisteur de particules, un tracker de neutrinos. Comment on devient, quand on fait ses études, comment on devient un tracker de neutrinos? Un peu par hasard, on a une passion pour l'astrophysique et puis finalement, le temps passant, on se retrouve à faire de la physique des particules élémentaires, juste à un moment où cette nouvelle discipline qui est l'astroparticule explose, disons, acquiert ses lettres de noblesse, c'était il y a une vingtaine d'années, et puis on se retrouve, à chasser le neutrino parce que c'est un messager extraordinaire en astroparticules. Alors, neutrino, particules élémentaires de la matière, on ne le sait pas depuis très longtemps, tout cela. Le neutrino, quand est-ce qu'il a apparu dans les communications? Alors, la première fois qu'on entend parler du neutrino, c'est dans les années 30, parce que c'est une particule qu'on invente pour expliquer des difficultés qu'on a en physique expérimentale. Et puis, 25 ans après, on finit par le détecter et il devient une réalité, alors qu'il n'était au départ que, comme je le disais, une particule ad hoc pour expliquer des problèmes de conservation de l'énergie. Et puis ensuite, comme c'est une particule très difficile à capturer, il a fallu des décennies et des décennies pour qu'on commence un peu à comprendre ses propriétés et qu'on arrive maintenant à l'utiliser comme un messager. Question 1. D'après ce chercheur, quelle est la spécificité de cette particule ? A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, sache que ça se cache, et cache, Y. Il y a du darwinisme dans la langue. Malheur au terme irrégulier, il sera éliminé. Prenez le verbe clore, du latin claudere, de la famille de clavis, la clé. C'était le verbe d'usage courant en ancien français pour signifier fermer. Toutefois, sa conjugaison n'était pas des plus simples. Il close, je clorais, nous closions, etc. On le rencontre, certes toujours, à l'infinitif. Clore, une discussion. Et surtout, au participe passé, siéger à huis clos. Lui, gardé par un huissier, désignant la porte. Il est aussi présent dans ses dérivés, un enclos, une clôture, etc. Mais en tant que tel, il a été remplacé. Issu du latin firmare, fait sur firmus, firmus. Fermer avait seulement en ancien français le sens de rendre ferme. C'était un terme du bâtiment, employé pour la construction d'une maison, la fortification d'une place. Il en reste encore quelque chose dans le mot ferme, qui désigne en architecture l'ensemble des pièces soutenant le faîtage d'une maison, sa ferme, sa charpente. Mais pour le reste, on est passé rapidement du sens de fortifier à celui de barricader, enfin à celui de clore. Ceci au propre, on ferme la porte, comme au figuré, le cinéma a fermé. C'est devenu le terme d'usage courant, remplaçant l'ancien et usuel clore. Ce n'est donc pas sans ironie grammaticale qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fermé les maisons closes. A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, Y. Question 2. Quelle est la cause de la disparition de chlore au profit de Fermé?
Et puis, lors de ces journées, de ces entretiens de la francophonie, un thème était aussi à l'honneur, celui de la troisième francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça, la troisième francophonie? J'ai voulu en savoir plus à propos de deux personnes qui prononçaient les conférences inaugurales de cette journée d'études. Il s'agit de Madame Tonnu Tin Ninh, qui est à l'initiative à l'origine d'une université privée, l'université Tri Viet au Vietnam, et il s'agit de Jean Tabimanga, qui est lui recteur de l'université de Yaoundé au Cameroun. Monsieur Tabimanga, quelle est la teneur particulière de ces 7e entretiens? La substance de ces entretiens est de réfléchir sur la troisième francophonie. Après celle de la colonisation, celle des indépendances, il y a une francophonie qui est adossée à la mondialisation. Donc vous avez l'impression qu'on est vraiment dans un troisième temps francophone. Hein? Oui. Colonisation, indépendance et maintenant, je dirais pas autonomie, mais enfin quelque chose qui se situe par rapport à cette mondialisation. Absolument, c'est un troisième temps et qui a des enjeux particuliers, cet enjeu de diversité bien sûr culturelle, cet enjeu aussi de développement économique, surtout des pays africains subsahariens et membres de l'OIF, mais cela dans un contexte concurrentiel où d'autres acteurs économiques et culturels ont fait leur entrée dans le champ des coopérations traditionnelles. Il s'agit bien sûr de certain nombre de pays de l'Amérique latine et des pays asiatiques qui ont investi un certain nombre de chantiers stratégiques et structurels importants pour le développement de l'Afrique. Comment est-ce que dans cette troisième étape de la francophonie aborde-t-elle cette question de la concurrence, cette question de son positionnement à partir de la définition de son cœur de métier et c'est sa magistrature d'influence. Question 3. Quel est l'objectif principal de ces 7e entretiens de la francophonie? Question 4. D'après M. Tabimanga, quels sont les enjeux de la troisième francophonie? A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exactement. Y. L'histoire de la langue a suivi l'évolution des techniques et des modes, en particulier celle du costume. Un bon exemple en est, si vous me permettez, la braguette, laquelle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, était tout autre chose qu'aujourd'hui. Le latin braca a donné d'une part la braie, qui était le pantalon du Moyen-Âge, d'autre part la brague, la culotte. Une braguette, c'est donc une petite culotte, ou plutôt une sorte de poche de forme triangulaire attachée à ses deux extrémités supérieures. On le voit bien par les tableaux de l'époque, il s'agit d'une poche ajoutée aux chausses. Elle est essentiellement et ostensiblement masculine. La braguette a suivi l'évolution du costume masculin. À partir de la fin du XVIIe siècle, elle n'est plus une pièce de ce costume, mais une ouverture dans la culotte puis dans le pantalon de l'homme. Le mot braguette a connu ensuite une double évolution contradictoire. D'une part, une neutralisation, puisqu'on peut parler de braguette pour un pantalon féminin. D'autre part, une spécialisation, puisque braguette désigne par métonymie le sexe et le comportement sexuel de l'homme. À la fin du XIXe siècle, on qualifiait de braguetteur un séducteur sans manière. Et aujourd'hui, aux Antilles, on nomme plaisamment allocation braguette ce que l'administration appelle dignement les allocations familiales. Question 5. Quelle est l'évolution du mot braguette selon le professeur?
A, B, syllabe, métaphore, grammaire, W, oxymore. Sache que ça se cache, et cache que ça se cache, Y. Ne craignons pas d'être un peu puristes, à bon escient du moins. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on prononce la consonne finale de certains mots. Elle a disparu dès le Moyen-Âge. Il n'est pas nécessaire de la ressusciter. Surtout qu'en ce faisant, on trahit l'histoire de la langue. Quand vous rédigez votre testament, vous laissez des biens à vos héritiers. Au Moyen-Âge, cette action était désignée d'un nom issu du verbe laisser, c'était un lait. Comme il provenait du verbe laisser, on l'écrivait L-A-I-S et on le prononçait ainsi. Le mot est d'ailleurs resté dans la langue juridique, laquelle est conservatrice. Elle nomme lait des terrains laissés à découvert par la mer en se retirant. À la fin du Moyen-Âge, il est arrivé une mésaventure à notre lait. Tout en continuant à le prononcer ainsi, on l'a rattaché sémantiquement au verbe léguer que l'on venait de créer par calque sur le latin legare. Une série était en formation, léguer, légation, légataire. On lui a rattaché le mot lait que l'on a désormais écrit L-E-G-S. Vous devinez la suite. La tendance contemporaine à prononcer la consonne finale des monosyllabes, out, but, jointe à l'articulation en G de la série léguer, légataire, a abouti à la prononciation actuelle et courante, un leg. Il faut pourtant le répéter et rappeler la prononciation correcte. Un lait, c'est ce que vous laissez à vos héritiers, pas ce que vous leur léguez. Encore une ténébreuse affaire de captation d'héritage lexical. Question 6. Quelle phrase correspond le mieux à la position du professeur? Bonjour François Dweck, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait paraître il y a peu aux éditions de l'Harmattan un petit livre qui s'appelle Putain d'accent. Vous voyez que je le dis en pointu, et qui est sous-titré Comment les méridionaux vivent leur langue, avec des dessins de Thierry Ruiz. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez l'impression que petit à petit l'accent qu'on appelle de façon global, l'accent du Midi, bien qu'on sache bien qu'à Toulouse, on ne parle pas comme à Nice, ni à Marseille, ni dans les campagnes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a moins d'importance, je nuancerai tout cela. Il est bien évident que la grande majorité des méridionaux ont encore l'accent, et fort heureusement. Tous ceux qui d'ailleurs n'ont pas dans leur vie un espace pour avoir des états d'âme linguistiques, ceux-là portent haut et fort leur accent avec beaucoup de bonheur, beaucoup de brio. Mais bien sûr qu'il y a certains milieux qui sont atteints par cette gangrène et qui donc sont quasiment obsédés par la perte de cet accent. Question 7. Que déclare la personne interviewée? Question 8. Quelle est l'opinion de l'auteur du livre évoqué? On célèbre les 400 ans de la naissance de la ville de Québec, une célébration qui a lieu au Canada, bien sûr, mais aussi en France. Samuel de Champlain, l'explorateur qui a fondé Québec, était originaire de Brouage, dans l'actuelle Charente-Maritime, sur la côte atlantique française, et c'est tout naturellement que le chef-lieu de ce département, la ville de La Rochelle, fête le 400e anniversaire de Québec. Tu peux me choquer la drisse de ski rouge? Non, vas-y, tire dessus. Vas-y, c'est celle-là. On va ranger les housses, on va enlever les capots des instruments. Et allez, tire. on largue les amarres et on est parti.
C'était le 8 mai dernier sur le port de La Rochelle. 45 bateaux de plaisanciers sont sur le départ pour une grande traversée de l'Atlantique en hommage à Samuel de Champlain, fondateur de Québec, et à tous ceux qui ont quitté l'Ouest français pour s'installer en Nouvelle-France. Pascal Coutan fait partie des navigateurs. Son bateau s'appelle la Luciole. Il est en train de terminer ses préparatifs. Alors nous, on va descendre jusqu'aux Açores et donc après on remonte très légèrement pour rentrer à Gaspé, à l'entrée du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, qui mènera après 400 000, c'est-à-dire 800 km, pour arriver à Québec. Je refais cette route parce que c'est le symbole. C'est vrai que les Québécois sont partis de La Rochelle, entre autres. Il y a beaucoup de Rochelais qui sont arrivés à Québec et puis beaucoup de Charentais. Champlain était lui-même Saintongeais. Moi, je suis né en Saintonge. Voilà. Question 9. Pourquoi cette célébration a-t-elle lieu à La Rochelle ? Professeur Jamet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Ce titre, pour nos ados, soyons adultes, est-ce que ça veut dire que les parents ne sont pas toujours adultes et jouent un peu les copains avec leurs enfants ? Oui, mais c'est surtout qu'ils n'osent pas se montrer adultes. Et actuellement, je pense que les parents dans l'ensemble sont très présents, ne démissionnent pas, sont très impliqués avec leurs ados, mais se sentent très seuls, sont très débordés et ne savent plus, au fond, quelle référence. Ils ne savent plus opposer de résistance. Et je crois que l'adulte, c'est quand même celui qui a un certain nombre de valeurs, de références, et qui résiste aux tentatives ou aux tentations de l'adolescent de les bousculer. L'adolescent va se construire dans cet échange, parfois un peu vif ou vigoureux, mais qui lui permet au fond aussi de faire ses preuves tout en étant rassuré par au fond la permanence des parents. Les parents n'osent plus, ne se sentent plus légitimes au fond. Et pourtant l'adolescent a besoin d'un adulte en face. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu le sens de ce livre. Il faudrait dire aux parents, osez être adulte, c'est-à-dire osez montrer vos valeurs et osez imposer un certain nombre de limites. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans une société ouverte. C'est la rançon d'une plus grande ouverture, ce qui est une chance. Voilà, là aussi, je crois que l'évolution actuelle, beaucoup plus libérale, est une chance quand même. Elle va dans le sens aussi de la vie. Alors, c'est triste que pour 20 ou 25% des ados, cette liberté plus grande qu'ils ont, ils l'utilisent au fond, je dirais, à se taper la tête contre eux, à se taper la tête contre les murs de la société. Question 10. D'après ce chercheur, quelle est souvent l'attitude des parents face aux adolescents ? Anne-Camille Bouillet, nous sommes dans la grande galerie de l'évolution ici au Jardin des Plantes. Alors beaucoup d'enfants, aujourd'hui, ça se passe bien, c'est très visité ici. C'est très visité, on a un public très familial. Et l'exposition Incroyable Cétacés s'adresse à un public familial. Et donc on l'a conçu aussi dans cette optique-là, avec beaucoup de dispositifs ludiques, beaucoup de gros éléments qui vont intéresser les petits et les grands. Alors on va aller voir ça dans quelques instants. Pour le moment, nous descendons ces marches et puis au-dessus de notre tête, c'est absolument impressionnant. Quel est ce squelette ? Alors ce squelette, c'est un squelette de baleine bleue. Alors très impressionnant effectivement parce que c'est le plus grand de tous les cétacés. Sachant que parmi les cétacés, donc il y a les cétacés aphanons, ce sont les baleines, et les cétacés à dents, ce sont les dauphins, marsouins, belugas, enfin il y en a une très grande diversité. Et c'est ce qu'on a voulu montrer en fait dans ce hall, qu'on appelle communément nous le hall des baleines, parce que cette baleine est exposée en permanence ici, ainsi qu'un squelette de cachalot qu'on va voir un petit peu plus loin. Et on a voulu accompagner ces grands squelettes par d'autres. Donc il y a ici 18 squelettes de cétacés qui sont suspendus et qui nous permettent de montrer aussi cette diversité, parce qu'il y a 80 espèces de cétacés en tout et beaucoup qu'on ne connaît pas du tout. Quelle est la taille de ce squelette qui est au-dessus de notre tête ? Alors il fait à peu près 30 mètres. Et évidemment on en trouve encore des comme ça aujourd'hui dans les océans. Bien sûr on en trouve encore, sachant qu'il y a quand même pas mal de cétacés qui ont été notamment menacés par la chasse et aujourd'hui par les pollutions. Dans la dernière partie de l'exposition on explique un petit peu tout ce qui menace ces animaux aujourd'hui.
Question 11. D'après cet échange, qu'est-ce qui caractérise cette exposition? La plus ancienne maman sur Terre, c'est donc un poisson, un fossile d'à peu près 10 cm de long. Il est vieux de 380 millions d'années. Ce fossile étonnant a été découvert sur la côte nord-ouest de l'Australie. Il portait son petit encore attaché au cordon ombilical. C'est donc le premier embryon fossile découvert avec cordon ombilical et c'est aussi la plus ancienne créature au monde à donner naissance à un jeune. Daniel Gouget, bonjour. Bonjour. Daniel Gouget, vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste de la paléontologie des vertébrés et des poissons. Quelle est l'importance de cette découverte? C'est réellement une sorte de grande pierre blanche dans l'histoire du vivant sur notre grosse boule bleue. C'est très important dans la mesure où ça permet de mettre en valeur toute une qualité du nouveau matériel que l'on exploite maintenant en paléontologie. Le gisement dont vous avez dit que c'est dans la côte nord de l'Australie, en fait, c'est pas la côte. C'est à l'intérieur des terres. C'est un poisson fossile. Donc, pour le récolter... Ah oui, d'accord, c'est pas sur le littoral. Oui, c'est pas à côté de l'eau. Justement, ça c'était la côte quand il y avait la mer. C'était un lagon. D'accord. C'est entouré par un récif de corail et dans le lagon, il y a toute une série de nodules, c'est-à-dire des concrétions calcaires qui contiennent des fossiles. Et on a récolté à peu près 10 000 nodules dans cette localité. Et un nodule sur 1000, oui, mais c'est énorme, mais il y a un nodule sur 1000 qui contient un fossile. Hein. Ah oui, d'accord. Et donc, ça supposait, ça a commencé, la fouille a commencé à être faite il y a de cela plus de 30 ans. Et la particularité de ce gisement, justement, c'est que les fossiles sont conservés en 3 dimensions. Question 12. Quelle est la spécificité de la découverte dont il est question dans cette émission? Vous aurez peut-être reconnu le bruit de cette voiture mythique et cette année c'est son 60e anniversaire, la 2 chevaux de Citroën. Et à Dunkerque, dans le nord de la France, au début du mois de mai, les passionnés ont décidé de se retrouver pour souffler les 60 bougies. Des milliers de 2 pattes venus spécialement d'Europe seront présents. Et une seule 2 chevaux venue par la route d'Afrique de l'Ouest va arriver à Bamako. C'est l'opération RFI Bamako-Dunkerque, donc RFI est partenaire. Et vous vous apprêtez, Thierry Bocoum, vous êtes sur place, vous êtes là-bas, à prendre la route demain. Mais avant tout, peut-être, parlez-nous un peu de vous. Oui, bonjour Laurent, je suis donc Thierry de Bamako, j'ai 48 ans et je suis l'initiateur du club des Amis de la Deux Chevaux au Mali et j'ai également contribué à la création, hormis le Burkina Faso, des clubs de propriétaires de deux chevaux en Afrique de l'Ouest. On a donc créé un club au Mali, le Mali qui comprend 302 chevaux, dont 200 à Bamako. Et on a, en novembre 2007, organisé le premier grand défilé en Afrique de l'Ouest, où on a sorti 132 chevaux dans la capitale. Oui, alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé comme ça de vous rendre en France? Quel sera l'itinéraire? Bien, se rendre en France parce qu'il y a les 16e nationales des clubs français à Dunkerque. Pour les 60 ans de la Deux Chevaux cette année, je pense que l'anniversaire valait la peine qu'on se déplace. D'abord pour aller saluer mes camarades de schiste européens qui vont venir de tous les pays d'Europe à cette grande fête du 1er au 4 mai. Ensuite, bien pour éventuellement tisser des liens de collaboration, de jumelage entre nos clubs et les clubs européens. Et puis aussi pour leur proposer, pour décembre 2009, je compte organiser à Bamako la première grande concentration de schistes africains. Et je voudrais proposer aux clubs européens de venir en masse participer à cette grande fête.
Question 13. Quel est le sujet de cette chronique? Certains automobilistes les attendent, d'autres les appréhendent. Quoi qu'il en soit, c'est officiel, les radars photo meubleront les abords des routes du Québec dès l'automne. 9 seront placés près des voies rapides et 6 autres seront installés aux intersections. Transport Québec confirme que les régions de Montréal, de la Montérégie et de Chaudière-Appalaches serviront de banc d'essai. On ne sait toutefois pas quelles seront les routes et les intersections retenues. Mais ces sites devront répondre à des critères, comme le dit le porte-parole de Transport Québec, Terry McKinnon. Ça peut être des zones où on constate des grands excès de vitesse. Ça peut être des intersections où c'est qu'il y a un plus grand nombre d'accidents. Soit des sites où la configuration routière ne permet pas au corps policier de pouvoir faire du radar. Les automobilistes qui se déplaceront dans les zones visées seront avertis à l'avance de la présence des radars photo par des affiches. Les conducteurs pris en défaut recevront alors par la poste une photo de leur plaque d'immatriculation en plus d'une contravention. Si le propriétaire du véhicule n'était pas au volant lors de l'infraction, il devra le prouver. Terry McKinnon de Transport Québec. Le propriétaire du véhicule a un délai de 30 jours pour signifier au ministère de la Justice que c'était pas lui qui était au volant, mais c'était une autre personne qu'il doit identifier. L'argent des contraventions sera déposé dans un fonds pour améliorer la sécurité sur les routes. Dominique Brassard, Radio-Canada, Montréal. Question 14. Quelle est l'information principale donnée dans cette chronique? Question 15. Qu'arrivera-t-il au conducteur en infraction? La chronique des années-lumière avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu du département de médecine familiale du CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Alors Marie-Dominique, vous allez nous parler aujourd'hui d'un gaz qui s'appelle le radon et qui peut causer le cancer du poumon. On en a parlé de temps à autre, mais pourquoi revenir là-dessus maintenant Marie-Dominique? Eh bien, parce que en octobre 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avec l'Institut national de santé publique, a lancé une campagne d'information sur le radon. Et moi-même, en tant que médecin, j'ai reçu cette information qui m'a moi-même surprise. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de creuser un petit peu et de donner de l'information. On a des normes, il y a des normes canadiennes, j'imagine, déjà, oui. Oui, alors c'est ça qui a lancé cette nouvelle campagne, c'est que Santé Canada, suite à des études récentes dont on parlera un petit peu plus tard, a réduit considérablement la norme acceptable de radon dans l'environnement, dans les maisons, de 800 becquerels par mètre cube à 200. Donc, c'est quand même une bonne décision à la lumière de nouvelles études qui suggèrent une association entre l'exposition au radon dans les maisons et le cancer du poumon. Question 16. À la lumière d'études récentes, quelles actions ont mené les autorités sanitaires canadiennes?